Sawadee Cap, Derrière les bars, épisode 16. Premier point à l'ordre du jour, un peu de housekeeping avant de poursuivre. Dans le premier épisode, j'avais expliqué le concept de Derrière les bars, mais vu que ça fait un moment, et suite à certains signaux de confusion que j'ai cru percevoir, je pense qu'un rappel est opportun. Derrière les bars vise à raconter les histoires, les expériences, les réflexions qui sont en arrière-plan des lyrics. Les bars sont juste une excuse pour vous partager des trucs qui m'ont marqué. J'évite intentionnellement de sélectionner les jeux de mots et les paroles à double sens parce que le but, c'est pas de vous faire comprendre à quel point je suis clever dans un élan de mégalomanie. L'objectif, c'est de 1. Vous divertir ou 2. De communiquer un truc qui a eu un impact important sur ma vie et qui pourrait potentiellement avoir un impact similaire sur la vôtre. Et cet épisode, qui revient sur un extrait de Mélancolie Ski, tombe dans cette deuxième catégorie. Je mets tout dans les outputs, rien dans les outcomes, job done, tant que je me suis outdone. Comme les plus astucieux d'entre vous auront deviné en évaluant le nombre de gens qui savent que j'existe, la musique et le contenu que je partage sont pas suffisants pour subvenir à mes besoins. C'est une réalité tragique dont je m'accommode tant bien que mal et ça veut aussi dire que je dois compter sur quelque chose d'autre pour garantir mes moyens de subsistance. Et ce quelque chose, c'est un travail dans une organisation non gouvernementale qui défend les droits humains. Et ces organisations-là fonctionnent sur une logique de gestion de projet. Elles reçoivent des subventions pour mener à bien certains projets qui visent à défendre les droits humains et elles doivent rendre des comptes à leurs bailleurs de fonds en démontrant que les projets ont eu un impact réel en contribuant à protéger et à défendre les droits de certaines populations marginalisées et vulnérables. Et pour démontrer aux bailleurs de fonds que le financement a effectivement servi à accomplir ce but-là, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. Un de ces outils-là est le Logical Framework, qu'on appelle LogFrame dans sa forme abrégée et qui apparemment se traduit en français par cadre logique. Le LogFrame, c'est donc une méthodologie principalement utilisée pour la conception, le suivi et l'évaluation des projets de développement international. En fait, c'est une grille qui a l'air de ça. Les lignes correspondent aux activités, aux outputs, aux outcomes et au but final. Et dans les colonnes, tu as la description narrative, les indicateurs, les moyens de vérification et les hypothèses. Et sur cette grille, vous voyez également comment la logique du tableau s'articule de façon horizontale. Si cette logique est suivie et que les hypothèses sont bonnes, le projet a des bonnes chances de réussir. Et sans rentrer dans les détails, je vais vous donner un exemple rapide de ce qu'on pourrait mettre dans la première colonne. Une activité, ça pourrait être une enquête sur le terrain dans un village aux Philippines qui est sur le point d'être détruit pour faire place à une exploitation minière de zinc. Donc disons que 2 de mes collègues se rendent dans ce village-là et font des entrevues avec les villageois pour recueillir leurs témoignages qui prouvent que le permis d'exploitation minière de la compagnie a été obtenu de façon illégale sans le consentement préalable, libre et éclairé des villageois. Ensuite, mes collègues reviennent au bureau et avec ces témoignages-là, ils rédigent un rapport d'une 60aine de pages qui dénonce les pratiques illégales de la compagnie minière et du gouvernement qui manque à son devoir de protéger les droits des villageois. Le rapport, dans le contexte du LogFrame, c'est le output. Je trouve que output se traduit un peu mal en français, mais on pourrait aussi dire que le rapport est le produit. Ensuite, ce rapport-là est publié dans un lancement et est distribué à la compagnie, au gouvernement des Philippines, aux journalistes et aux médias. Et c'est à ce moment-là qu'on entre dans la phase du outcome. Le outcome, c'est le résultat que le rapport va avoir, genre est-ce que la compagnie et le gouvernement vont y répondre ou simplement l'ignorer? Est-ce que les journalistes vont choisir d'écrire un article sur les conclusions du rapport? Est-ce que les gens qui suivent l'Organisation des droits humains qui a produit le rapport sur Facebook et Twitter vont lire et réagir au rapport? Enfin, le but final dans ce contexte, ça pourrait être que le permis d'exploitation minière de la compagnie se fasse révoquer et que le gouvernement des Philippines adopte des lois qui garantissent le droit des villageois à disposer de leur environnement comme ils veulent. Ce que je trouve le plus fondamental et révélateur dans ce concept de LogFrame, c'est la distinction entre le output et le outcome. Je mets tout dans les outputs, rien dans les outcomes, job done, tant que je me suis outdone. Le outcome se distingue principalement du output par le fait qu'il est hors de notre contrôle. Dans notre exemple, tu peux travailler comme un acharné sur ton rapport, le output, et le rendre aussi convaincant et intéressant que possible dans le but qu'il fasse des vagues et que sa publication ait l'impact que tu désires. Mais il y a tellement de facteurs qui sont hors de ton contrôle une fois que le rapport est publié et distribué qu'à ce stade-là, tu as très peu de contrôle sur les résultats et la réception, le outcome, que ton rapport va récolter.
Ce dont je me doutais pas en apprenant la distinction entre output et outcome, c'est à quel point ça allait avoir un impact sur ma vie en dehors du travail. Une fois que cette logique-là a pénétré ton cerveau, ça devient assez envahissant et tu as tendance à voir tout ce que tu entreprends en termes de outputs et outcomes. Ça peut être dans le cadre d'un projet personnel qui te tient à cœur, mais ça peut aussi s'incarner plus banalement dans le contexte d'une conversation difficile que tu veux avoir avec ta partenaire, par exemple. Genre, la conversation, c'est le output et c'est toi qui contrôles si tu entames cette conversation-là. Et la façon dont ta partenaire va réagir à la conversation, c'est le outcome, sur lequel tu as peu ou pas de contrôle. Malgré cette omniprésence intrusive de la distinction entre outputs et outcomes, une fois que tu en es conscient, il y a quand même un avantage majeur à voir la vie de cette façon-là. Une fois que tu acceptes que le outcome est hors de ton contrôle, tu peux rediriger ton attention et tes attentes vers le output. En d'autres termes, tu mets tout ce que tu as dans le output et tu fais un maximum d'efforts pour que le produit final soit à la hauteur de tes attentes, mais une fois que tu as publié ou réalisé le output, tu acceptes que le résultat ne dépend pas de toi. Et si tu es quand même déçu par le résultat, tu te refocalises sur ce qui est en ton contrôle et donc tu recommences le output ou t'en produis un nouveau. Il y a une certaine paix d'esprit qui vient avec l'acceptation de ce qui est en dehors de ton contrôle. C'est tout. J'espère que cette distinction consciente entre output et outcome va vous être bénéfique. On se revoit très bientôt pour le prochain single de La Mousson. Sawadee Cap. J'mets tout dans les outputs, rien dans les outcomes. Job done, tant que je me suis outdone. Let that mouth run, je l'ai déjà outrun. How come, well, I'm on to the next one.